messieurs, bienvenue sur ce plateau. Notre sujet d'aujourd'hui intéresse tous les hommes de bonne volonté, ceux qui rêvent d'un Burkina Faso de paix et de prospérité. Il s'agit de la réconciliation. Le dictionnaire l'a défini comme étant un processus, un nouveau rapprochement professionnel, amical ou amoureux de personnes qui s'étaient fâchées après avoir été liées. La réconciliation permet donc de rétablir l'entente. Et d'entente, le pays des hommes intègres en a besoin au regard de son histoire mouvementée. Et depuis novembre 2015, c'est au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale que les pouvoirs publics ont confié la mission de mettre en place les conditions de réconciliation pour tous les Burkinabés. C'est dans le cadre de cette action du H-Kroun que les échanges d'aujourd'hui ont lieu sur le plateau de la télévision du Burkina Faso. Et pour discuter de ce thème-là, nous avons 4 invités. Le premier invité, c'est l'ambassadeur Léandre Bassolé. Monsieur Léandre Bassolé est le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Quand nous avons demandé au deuxième invité de se présenter, voici les premiers mots qu'il a écrits. Je suis Bissa de Garango, j'ai 79 ans. A-t-il envoyé ces mots en se référant au premier invité? Il nous le dira tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'état civil, il s'appelle Jacques Guengane. L'autre invité est Madame Juliette Congo. Madame Congo est femme leader, médiatrice pour la paix en Afrique. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Bruno Doti Sanou. Monsieur Sanou est historien, enseignant-chercheur à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest et à l'Université Nazib Boni. Bienvenue à tous sur ce plateau et merci à vous qui nous suivez sur la télévision du Burkina Faso. Le thème de cette émission va tourner autour des mécanismes traditionnels de gestion des crises au Burkina Faso. Dès le début de cette émission, il convient que l'on s'accorde sur quelques préalables. Monsieur Bassolé, quand on parle de réconciliation, au niveau du H-Kroun, vous pensez que les premiers ingrédients qu'il faut, c'est quoi? D'abord, la reconnaissance que nous avons besoin, qu'il y a une nécessité et des raisons de nous réconcilier. Vous l'avez dit tout à l'heure, une réconciliation n'intervient que quand au sein d'une communauté, il y a brouille, il y a difficulté, et que les membres de cette communauté ont des difficultés maintenant à retrouver leur cohésion ou à leur goût de vivre ensemble. Donc pour nous, le terme de réconciliation va signifier simplement que nous avons la volonté, parce que nous reconnaissons que nous nous sommes brouillés quelque part et qu'ensemble nous avons la volonté ferme exprimée de retrouver cette cohésion-là à travers un certain nombre d'actes que chacun de nous doit poser, une certaine contribution que chacun de nous doit poser. Alors, notre deuxième invité s'est présenté comme étant un Bissa. Est-ce que cette présentation vous convient? Dans une certaine mesure, je pense que quand on parle de conflit, bien évidemment, vous savez qu'il y a plusieurs façons de régler les conflits. Et celui-là qui s'est présenté de cette façon, il sait de quoi il en retourne. Parce qu'il y a justement, certainement que l'émission le fera ressortir de manière beaucoup plus claire. Il y a dans nos sociétés, justement, des mécanismes éprouvés qui nous viennent de la nuit des temps, la pratique ancestrale, de nos valeurs culturelles, qui permettent à des membres d'une même communauté ou de communautés différentes de résoudre leurs problèmes. Et c'est le cas entre les Bissa et les Gourounsi, ce que certainement des instances organisées à la mode du modernisme peuvent avoir des difficultés à résoudre comme problème. Mais si vous amenez un Bissa chez des Gourounsi qui ont des problèmes, ou l'inverse, à partir de ce qu'il a dit là, vous trouvez une solution à votre problème. On reviendra là-dessus. Monsieur Guengane, quand vous vous présentez, est-ce en référence au fait que l'un de nos invités est Monsieur Léandre Bassolé? Pas d'une façon directe, parce que les exemples de réconciliation que je connais ont été puisés dans la culture Bissa.
Ça me permet de me situer dans les exemples que je vais donner. Et de la parenté directe à la parenté, ce qu'Outal traitait cela de alliance cathartique. Ben, c'est une extension de ce que c'est que la parenté biologique. Et dans la parenté biologique, ce n'est pas le père et la mère qui sont importants, c'est les enfants. Comme on dit, personne ne choisit son père et sa mère. Les parents se sont choisis, ils se sont rencontrés comme ça. Bon. Les enfants sont les produits. Et c'est eux qui forment ce qu'on appelle la nation. Le terme est latin. Natio, c'est les petits d'une même couvée. Donc ils ont été formés de la même façon, ils ont le même sang. Mais la société ne peut pas se constituer uniquement par des gens qui ont le même sang. Ça va du même sang au non-sens, si vous voulez, à l'étranger. En attendant de rentrer dans le vif du sujet, vous avez parlé tantôt de naissance. Et quand on donne vie, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que la femme est incontournable, la femme qui porte la vie, qui donne la vie. Madame Congo, est-ce qu'on peut dire que la femme est incontournable quand on veut parler de réconciliation et de paix, quelle que soit la situation où on se trouve? La femme est incontournable, c'est indéniable, parce que c'est elle qui est au centre de tout. C'est elle qui porte la vie, c'est elle qui donne la vie, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Et dans nos valeurs traditionnelles, l'enfant d'une femme appartenant à une famille résout facilement les problèmes quand il s'agit des questions de réconciliation dans la famille de la femme. Je prends mon cas, s'il y a des problèmes au niveau de la famille Congo, mon fils, parce qu'il est Yanga, il peut résoudre facilement un problème de conflit entre des personnes. Et depuis la nuit des temps, quand le petit-fils de la famille de la femme arrive dans cette famille, s'il y a un problème, automatiquement, dès qu'il intervient, le problème est résolu. Monsieur Douti, on parle tantôt d'une culture Mouaga dont parle Madame Congo, mais quand on regarde la diversité culturelle et ethnique du Burkina Faso, est-ce qu'on peut s'appuyer sur des valeurs communes malgré cette diversité-là? Sur quelles valeurs communes, une seule par exemple, on peut s'appuyer pour fonder la réconciliation, pour construire la réconciliation et la paix? Merci. D'abord, dans le concept de réconciliation, c'est vrai qu'il s'agit de renouer, mais n'oublions pas le caractère un peu sacré. D'abord, l'être humain doit se réconcilier avec lui-même. Pour aller vers une réconciliation d'un groupe, c'est que les humains se réconcilient avec eux-mêmes. Et puis, il y a la réconciliation avec Dieu, avec les ancêtres et tout ce qui s'ensuit. Dans nos sociétés traditionnelles, bien souvent, c'est cela. À chaque fois qu'il faut procéder à une réconciliation entre des villages ou entre des familles du même village, bien souvent, les ancêtres sont là, Dieu est là. L'eau qu'on verse pour calmer les esprits, pour exprimer qu'il y a eu une réconciliation, mais c'est pour dire, à partir de maintenant, vous ne devez plus revenir sur ce problème. Alors, pour les valeurs, c'est vrai qu'il y a une diversité d'ethnies. Au Burkina, il y a une centaine d'ethnies, diversité culturelle. Mais pour retrouver les valeurs qui peuvent nous aider à la réconciliation, c'est les valeurs cardinales propres aux différentes ethnies, mais il faut remonter à l'origine pour comprendre comment nos sociétés ont pu créer telle ou telle coutume en matière de réconciliation.
Mais si on ne fait pas cette démarche, les valeurs dont on dispose aujourd'hui, c'est celle du théâtre. Par exemple, au niveau de nos sociétés, la vie est sacrée. Toutes les ethnies burkinabées, en tout cas, c'est cela. La vie appartient à Dieu. En tout cas, dans mon ethnie, on dit ni Uroyi, en Djoula ou en Bamana, ni Alataye. Donc, aucun conflit ne doit déboucher sur la mort. Ce n'est pas possible. Bon, c'est aussi l'accueil. Dans pratiquement toutes nos sociétés, dans le passé, l'étranger était considéré comme un envoyé de Dieu. Nos sociétés n'ont pas été constituées par une famille. C'est différentes familles qui sont retrouvées. Vous imaginez qu'il y a peut-être 1000 ans, 2000 ans, un aventurier qui passe et qui voit la fumée monter. Il s'approche, il voit des gens. Il a envie peut-être d'être à côté de ces gens. Pendant des années, ils vont parler par des gestes, parce qu'ils ne se comprennent pas. Si cet aventurier est accepté, mais les bases sont posées pour qu'il n'y ait pas de conflit avec cet étranger. Le mariage est lié à quoi? Peut-être que cet aventurier va marier la fille de la famille d'accueil. Forcément, on lui accordera des responsabilités. Il faut aller à la base pour comprendre comment telle valeur que nous avons aujourd'hui a été conçue et imposée aux sociétés. Alors donc, en attendant de revenir sur ces valeurs-là, s'il y a un exemple récent de réconciliation dont les médias ont parlé au Burkina Faso, c'est bien l'exemple de la réconciliation entre Kaya et Manga. Les faits remontent à 3 décennies et je vous invite à découvrir ce qui s'est passé à travers ce reportage. Cette année 2020, le ciel s'est éclairci entre Kaya et Manga. La traversée de la zone de turbulence a duré plus de 30 ans. Il y a plus de 32 ans, un différend en tout cas est entré entre la ville de Manga et la ville de Kaya. Kaya et Manga étaient en première division et les matchs se jouaient en aller-retour. Alors l'aller c'était à Kaya. Ça n'a pas été facile. Quand les supporters sont revenus, ils ont chauffé la ville ici. Voilà, donc voyant la tension, d'abord, ceux de Kaya a demandé à ce que le match soit délocalisé. La fédération n'a pas accédé. Nous aussi, nous avons demandé à ce que la sécurité soit renforcée. On ne nous a pas écoutés. Quand le match a dégénéré, les joueurs de Kaya sont allés à la gendarmerie. Malheureusement, un coup de feu est parti de la gendarmerie et ça a atteint mortellement pauvre petit innocent de 10 ans, du nom de Guigma Zouagala. Alors, les gens qui étaient chez eux ont entendu que ceux de Kaya ont tué un enfant. La rumeur a pris le devant. Donc les gens sont venus, ils ont brûlé les cadres de Kaya. Alors la tension est montée entre les deux villes. Plusieurs démarches ont eu lieu en faveur de la réconciliation. Le rétablissement et le renforcement des relations ont bénéficié du coup de main de la Providence. C'est Dieu qui a voulu que je quitte Manga directement pour Kaya. La forte délégation qui m'a accompagné lors de ma prise de service à Kaya avec le chef de Manga. Et cela a marqué la population de Kaya. Et c'est au regard de tout cela que je me suis senti dans le devoir d'entreprendre une démarche avec les deux chefs pour voir ensemble qu'est-ce que nous pouvons entreprendre pour décrisper la situation qui prévalait entre Kaya et Manga. Le gouverneur m'a approché, j'ai dit que bon, ça c'est au contraire, c'est moi qui devais demander le soutien de l'administration. Maintenant, si l'administration vient vers moi pour ça, alors que moi, mon rôle premier de coutumier même est de préserver la paix, la cohésion sociale,
bon, c'est la bienvenue. Donc je me suis engagé sans réserve. C'était le 22 février 2020, la journée historique où les relations entre Kaya et Manga se sont renouées. Et nous avons eu la chance d'abriter à Manga ici cette cérémonie qui s'est déroulée sur 2 jours. Nous avons d'abord eu une cérémonie, la cérémonie même de réconciliation, qui a regroupé la forte délégation venue de Kaya avec toute la population de Manga. Après cela, il y a eu un match de football, de réconciliation. Le chemin a été long, certes, et le calumet de la paix fumée, les notabilités coutumières appellent les Burkinabés à fournir chacun des efforts pour que la paix règne au pays des hommes intègres. Alors, Président, quand vous suivez ce reportage, bien sûr, vous avez été là quand il y a eu la journée de réconciliation. S'il faut revenir sur quelque chose à éviter, on a parlé tantôt de rumeurs, il y a eu un cocktail de faits, mais s'il faut éviter quelque chose, ça serait quoi, à votre avis, si on veut promouvoir la paix? En fait, c'est, à mon avis, si nous voulons éviter que ces situations-là ne se produisent, il faut simplement que nous ayons à l'esprit que, quel que soit ce que nous avons comme rapport, quelles que soient les activités qui nous mettent en contact les uns avec les autres, il n'y a pas entre nous une situation conflictuelle à un degré tel que nous pouvons nous percevoir les uns les autres comme des ennemis. Ce sont les actes que nous posons qui sont mal interprétés, qui nous amènent à ce genre de situation. Et je crois que nous avons écouté avec attention ce qui s'est passé à Manga. Voilà. Le problème, c'est quoi? Parti d'un match de football qui devait être une occasion d'union, on est arrivé pendant 32 ans à faire en sorte que nos sociétés se sont regardées en chaîne de faïence. Ce sont ces genres de situations qu'il nous faut absolument éviter et travailler à faire en sorte de créer chaque fois le climat pour nous permettre d'être ensemble, mais quand nous sommes ensemble, de vivre en frères et en sœurs, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme activité. Monsieur Douti, vous avez parlé tantôt de sacralité de la vie et dans cette situation-là, il y a eu mort d'un enfant et cela a un peu envenimé les choses. Et en pareille circonstance, vous qui êtes historien, quels sont les ressorts sur lesquels on peut s'appuyer pour revenir à la paix? Bien. L'exemple que nous venons de voir, je dirais, il est plus léger que d'autres cas que le Burkina connaît aujourd'hui. Vous voyez, quand on parle de réconciliation, j'aime toujours le dire, prenez la période coloniale. Il y a eu combien de morts? Des villages, aujourd'hui, jusqu'à présent, ne sont pas réconciliés entre eux. La mise en œuvre du régime de l'indigénat. Quel village et quel village, par exemple? Je n'aimerais pas citer pour ne pas aggraver les situations, mais je vous dis, la période coloniale, les conséquences sont encore là aujourd'hui. Pour une réconciliation nationale, il faut que les sociétés à la base se réconcilient. Vous voyez, il y a eu beaucoup de morts durant la période coloniale. Mais l'administration coloniale, avec la chefferie des cantons, alors, les bases de la réconciliation, d'abord, c'est qu'on reconnaisse, que chacun reconnaisse qu'il a commis de mal. La réconciliation nécessite, exige que chacun reconnaisse ce qu'il a commis comme erreur, ou bien comme crime. Vous voyez, même aujourd'hui, il y a eu d'autres cas de crime. Mais même si l'individu ne peut pas dire, c'est moi qui l'ai tué, c'est moi qui ai tué telle personne. Mais avec sa famille et son village, il peut dire la vérité. Oui, c'est moi qui ai fait ça.
et le village se met devant pour la réconciliation. Forcément, il y a des rites qui sont là, qui sont les rites religieux. Vous voyez, quand on parle de réconciliation, en se référant au concept, à l'histoire, mais la réconciliation dans le monde chrétien au Moyen-Âge, c'était une cérémonie où on permettait aux chrétiens qui avaient été excommuniés de revenir dans l'église. Et forcément, il faut, je crois que ce n'est pas au niveau national que ça doit commencer. Le cas de Manga ici, ben, quand même, il y a eu une personne qui a commencé les démarches. Et ça a abouti. Mais forcément, il faut que chacun réexamine sa propre histoire, chaque communauté, et commencer à se réconcilier avant d'en venir au niveau national. Mais maintenant, il y a des crimes qui ont été commis au niveau national qu'il faut également accepter, mais que les familles commencent à accepter que leur enfant a commis tel crime et à demander pardon. Et voilà. Madame Congo, justement, que les familles commencent à accepter qu'il y a eu des torts et que les individus commencent à le faire. Mais les Moussi ont un proverbe qui dit que quand le marché se tient du matin au soir et que tout s'est passé sans encombre, c'est que c'est parce que les femmes ont caché des secrets. Est-ce que cette place de la femme-là comment on peut utiliser ce rôle de la femme-là en faveur de la réconciliation? Je parle pour ce qui concerne la société Mouaga, c'est celle-là que je connais le mieux. Je pense qu'au temps du Moro Naba Oubri, il a créé une institution, celle qu'on appelle les Wemba. Et la Wemba Poko était la Benjamin des enfants de Naba Koum et de Naba Oubri. Si celle-là, elle dit quelque chose par rapport à un conflit entre deux villages et que les gens ne se mettent pas d'accord, il y a une sentence forcément. Et tout le monde, tout ce qui concernait les réconciliations tournait autour d'elle. Et les gens acceptaient et les gens se réconciliaient facilement et la société continue. Alors, ma grand-mère aimait nous raconter une anecdote par rapport à la conservation de la paix dans les communautés. Un monsieur qui est allé à l'aventure, il revient avec un grain de calebasse. Il sème. Et quand ça commençait à bien porter les feuilles et tout ça, il a demandé la vieille jarre de son voisin pour protéger sa plante. Évidemment, quand ça a bien poussé, c'est monté sur la case d'une autre personne. Et au moment où les calebasses étaient grosses comme ça, elles ne sont pas totalement mûres, celui qui a prêté la vieille jarre dit qu'il veut sa jarre. Toute la communauté a demandé pardon. Laisse, il va récolter et après tu vas prendre ta jarre. Il a refusé. Le monsieur était obligé d'enlever les calebasses non mûres là pour lui remettre sa jarre. Il a laissé les calebasses quelque part, ça séchait, il a coupé. Heureusement, c'était déjà bien. Il est allé vendre. Il est revenu le soir avec ses coris. Et l'enfant du propriétaire de la jarre est rentré dans la cour, trouvé qu'il comptait ses coris. L'enfant a pris une corie, il l'a avalée. Alors lui aussi dit, bon, je veux ma corie pour pouvoir finir mon calcul. Il dit, laisse, l'enfant va faire ses besoins demain matin et je vais t'amener ta corie. Il dit, non, je veux ma corie maintenant, tout de suite et maintenant. Il dit, dans ce cas, tu veux que je tue l'enfant pour enlever la corie? Il dit, je ne t'ai pas dit de tuer ton enfant. Je t'ai dit simplement que je veux ma corie. Il est allé voir les vieux du village, toutes les personnes qui avaient intervenu pour lui dire de faire pardon pour que les calebasses mûrissent là. Et quand il est allé, les gens lui ont dit, mais nous on t'a demandé pardon de laisser mûrir les calebasses, tu as refusé. Parce que chez nous, la tradition interdit de couper l'arbre de la calebasse. C'est comme si tu tuais un être humain. Et toi, tu as laissé tuer la calebasse.
Débrouille-toi avec ton enfant, donne-lui son courrier avant que le soleil ne se lève. Alors, donc vous imaginez que dans une société, quand ça devient comme ça, la tension est telle que on te laisse avec ta conscience. Et malheureusement, au lieu de se mettre en cause et vraiment demander pardon jusqu'au bout, il a préféré rentrer la nuit là et tuer son enfant pour enlever la courrier venir donner. Les gens disent non, ils ne prennent pas la courrier parce que tu as tué ton enfant. Tu es responsable de ce que tu as posé comme acte. Et donc, dans cette situation, qu'est-ce que les femmes auraient pu faire? Les femmes, ce qu'elles pouvaient faire, elles ont fait, mais le monsieur a refusé. Puisque lui, il n'accouche pas, il ne connaît pas la douleur de l'enfantement. S'il connaissait la douleur de l'enfantement et que l'interdit même du village est qu'on ne touche pas à une plante telle que la calebasse, il n'aurait jamais demandé à l'autre d'enlever la calebasse non mûre là pour lui donner sa jarre. C'est pour dire que dans nos sociétés, ce qui fait que nous souffrons, c'est le manque d'humilité et le manque de pardon. L'égoïsme est tel que, ou du moins la jalousie, la cupidité, tout ça. Parce que quand il voyait les calebasses, il s'est dit, lui là, il va avoir beaucoup d'argent, il faut que je l'empêche d'avoir l'argent. Moi, c'est la réaction que j'ai eue quand j'ai appris l'histoire et j'ai dit, mais au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme pécunier, il faut reconnaître quand même que nous vivons dans une société où il y a des règles établies. Et ces règles établies, quand elles sont respectées, en général, il n'y a pas de problème. C'est quand on viole certains interdits qu'on se retrouve dans des situations compliquées. Monsieur Gengane, violer les règles, respecter les règles, qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant qu'ancien, vous avez 79 printemps, au regard de votre expérience, qu'est-ce que vous préconisez pour aider à travailler pour la réconciliation? Bon, je disais tout à l'heure que la nation, c'est les petits d'une même couvée. Et chaque groupe forme une nation. Je prends par exemple, je prends l'exemple des combattants noirs qui sont allés en Provence pour aider à libérer la France. Ils ne se connaissaient pas, mais ils formaient un même groupe. Et ils disent que c'est quand l'un des leurs tombe qu'ils sont tous mobilisés. Et cette partie-là, ils appellent partie sanglante. Partie sanglante. C'est la partie sanglante. Oui, non, c'est ça, partie sanglante. Et à ce moment, on ne pense plus à sa vie. C'est tout le groupe, c'est toute la nation qui est mobilisée. C'est partout comme ça. Aujourd'hui, c'est sur quel ressort il faut appuyer justement pour qu'on arrive à cette cohésion, cette mobilisation, pour que l'intérêt de tous soit sauvegardé? Non, moi je suis obligé de revenir à la parenté. La parenté biologique, comme dans le cas des enfants, comme dans la parenté métaphorique, symbolique, son extension à d'autres personnes. Et nous sommes tous parents. Vous savez, il y a un écrivain latin qu'on appelait Terence, un berbère, qui disait « Rien, je suis homme, hein, mais rien de ce qui est humain ne peut m'être étranger. » C'est la citation qu'on retient partout. Et c'est ça. Dès qu'on dit qu'on a une conscience mondiale, les gens rient de vous. Mais la réalité, c'est ça. Et cette conscience mondiale peut impliquer quoi? Ça suppose qu'on est parent. Pour la jeunesse d'aujourd'hui. Mais la jeunesse d'aujourd'hui, moi, je ne la comprends pas. Certains aussi ne vous comprenaient pas quand vous étiez jeune également. Oui, mais je crois que la jeunesse aujourd'hui balaie souvent d'un revers de main des choses qu'ils ne connaissent pas. Je pense que ici, il faut que l'on sache que nous sommes à la fin d'une civilisation.
à la fin d'un monde. Le monde entier vit aujourd'hui la fin d'une civilisation, née au Moyen-Âge. Et cette fin de civilisation est marquée par une violence extrême aujourd'hui. Mais la fin de ce monde engage l'humanité à la création d'un nouveau monde, d'une nouvelle civilisation. Et le Burkina Faso n'y échappe pas. Voyez, qu'est-ce qu'il faut réinventer? Qu'est-ce qu'il faut réinventer concrètement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut réinventer pour vivre en paix? Aujourd'hui, les historiens médiévistes repartent au Moyen-Âge en Europe pour trouver les matériaux pour construire la nouvelle civilisation en Europe. La première action à mener, c'est la famille, qui est la société primordiale. Nos familles sont décousues aujourd'hui. Vous voyez, nos familles sont des familles de droit. Pas de devoir, hein, familles de droit. Mais combien d'enfants, prenons le cas de Burkina Faso, ne s'aiment pas? Combien de responsables au Burkina Faso, d'intellectuels, dirigeants, etc., ne s'aiment pas, ils ne connaissent même pas leur village. On taxe nos populations dans les villages, nos religions traditionnelles, voilà, le sauvage, le fétichisme. Vous pensez qu'on peut vivre une cohésion avec cela? Je n'y crois pas. Et aujourd'hui, c'est la quête de la famille. C'est la base de l'éducation de l'enfant. C'est dans la famille qu'on donne à l'enfant des valeurs qu'il faut respecter. Et quand il sera adulte, il va respecter ses valeurs. Monsieur Bassolé, qu'est-ce que vous pouvez ajouter sur les mécanismes à mettre en place pour aboutir à un pays apaisé? Moi, je suis très édifié parce que je viens d'entendre de mes préopinants. Parce que je pense que justement la question est là. J'ai entendu dire que la jeunesse, on a parlé de la jeunesse, on ne sait pas. Mais comme le professeur vient de le dire, si la jeunesse est ce qu'elle est-ce qu'elle a eu ce qu'il faut pour ne pas être ce qu'elle est aujourd'hui? Alors, un ancien disait que les enfants d'aujourd'hui sont les enfants des parents d'aujourd'hui. Où est-ce que les parents ont failli pour que les enfants soient ce qu'ils sont aujourd'hui? Mais ils ont failli simplement à l'éducation des enfants parce que comme il le disait, l'enfant dans notre culture, l'enfant est d'abord l'enfant de papa et maman. Ensuite, dans la cour familiale, l'enfant devient l'enfant des oncles, des tantes et tout. Quand il sort dans son village, l'enfant est l'enfant du village. Et partout où il passe, si cet enfant il va poser des actes répréhensibles, quel que soit l'aîné qui est là, il va le remettre sur le chemin. Et cet enfant-là, ramené chez lui, n'ose même pas dire à papa et maman qu'on l'a sanctionné pour telle chose. Aujourd'hui, nous n'avons pas donné ça à nos enfants. Ils grandissent, ils ne savent pas distinguer le mal du bien. Et nous attendons qu'ils produisent autre chose. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on est dans un état de droit. Comment éduquer en tenant compte de cette atmosphère de droit, de conventions auxquelles le pays a souscrit et tout cet impératif d'éduquer les enfants et de les préparer à bien vivre dans la société? Merci. Je disais tantôt que je suis coach de formation et tout ce que je fais avec la jeunesse burkinabé et africaine aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de dire sur ce plateau-là. Les enfants ne sont plus les enfants de la communauté. C'est devenu les enfants de papa et maman. Papa et maman ont reçu quelle éducation pour pouvoir éduquer les enfants correctement aujourd'hui? Ils n'ont reçu aucune éducation. Parce que les parents n'ont pas... Non. Si je dis ça, c'est parce que... Moi, je vis avec les jeunes. Je viens de Zignaré, là, je vous disais, là. J'avais plus de 280 jeunes avec moi aujourd'hui, toute la journée pratiquement. Mais les enfants fuient chez moi aujourd'hui parce qu'ils ont retrouvé quelque chose que les parents ne leur ont pas donné. Ils viennent chez vous ou ils fuient chez vous? Non, ils viennent chez moi du moins. Je m'excuse. Ils affluent chez moi parce qu'ils ont quelqu'un qui les écoute, qui essaie de les donner des orientations par rapport à leur vie.
Et l'éducation dont Papa Bassolé parlait tout à l'heure, nous avons eu la chance d'avoir été à la vieille école, où on a été dans les camps d'initiation. Et quand tu es initié, tu sais que le groupe de génération qui a été initié avec toi là, vous devez être soudés. Si un d'entre vous commet une erreur, on vous punit tous. On ne pose pas de question qui a fait quoi. Aujourd'hui, c'est papa, c'est maman. Quand ça chauffe, tu corriges un enfant dehors aujourd'hui, ton bon quart d'heure, tu le passes à la gendarmerie. À l'époque, quand moi j'ai grandi dans le quartier Paspanga, ma tendre enfance, quand une des mamans t'attrape, ta bonne fessée, débrouille-toi pour qu'on ne voit pas les larmes qui ont coulé sur ton visage, sinon dedans là. Toutes les autres mamans qui sont à l'intérieur vont te partager comme un ballon. Elles vont te frapper jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Et c'est cette éducation, justement, qui était la meilleure. Moi, à l'école de mon fils, j'avais amené mon fouet. Frappez-le s'il fait quelque chose, mais ne frappez pas l'enfant d'autrui. C'est moi, mon enfant. Je pense que mon éducation que je lui donne à la maison, s'il ne respecte pas ce qu'il y a comme règle de la société là, chicotez-le. Il est aujourd'hui à un âge pas trop mûr, mais il est un adulte aujourd'hui parce qu'il a reçu une éducation de base solide. Aujourd'hui, il n'y a plus de famille. Les familles monoparentales. Comment une femme seule peut éduquer un enfant? Comment un homme seul peut éduquer un enfant? Parce qu'on a refoulé la communauté et on vit en individu. Ça n'arrange pas la société africaine. Et quand on parle des orphelins, en Afrique, il n'y a pas d'orphelins. Les enfants sont des enfants d'une société. Ils appartiennent à une famille, à un groupe ethnique. Et si tout le monde se met ensemble pour éduquer les enfants aujourd'hui, on n'aurait pas eu cet incivisme-là qui ne dit pas son nom aujourd'hui. Un enfant qui s'arrête, qui insulte un adulte, ça veut dire qu'il manque une éducation de base quelque part. Et c'est ça qui fait que la société est effritée aujourd'hui. Alors donc, pour revenir au mécanisme traditionnel... Oui, je voulais ajouter qu'en réalité, tout ce que nous venons d'entendre, d'échanger entre nous, met le doigt sur ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut une réforme profonde de notre société, réforme dans le domaine de l'éducation. Quand on dit l'éducation, c'est pas seulement prendre à l'école, l'enfant va à l'école, on attend de lui qu'il soit brillant, qu'il soit PhD, qu'il soit agrégé, ce n'est pas cela. S'il n'est pas à la base la formé, s'il n'a pas eu cette éducation qui inclut nos valeurs culturelles, il deviendra agrégé ou tout ce que vous voulez, il ne sera que ça. Parce qu'il ne pourra pas apporter autre chose à sa société. Et ça, c'est très important. L'éducation ex-douche, conduire hors d'eux. Donc, la société connaît d'où vient l'enfant et elle sait où il faut le conduire. Mais notre système scolaire ignore d'où vient l'enfant et il ne sait pas où on le conduit. Donc, forcément, c'est un enfant perdu. Alors, pour les Africains, pour se réconcilier, on ne vient pas avec un couteau tranchant, mais avec une aiguille qui coud. Et pour revenir à la situation entre Manga et Kaya, la tension entre les deux villes s'est dénouée et il a fallu pour cela tout un cheminement que nous découvrons dans ce reportage. À la cour royale de Manga, c'est désormais le Rakibkom, l'eau des parents à plaisanterie, qui accueille le Navakom du Sanmatenga. Quand je vais là-bas, je bois l'eau d'Irakire. Et quand il vient ici, on lui donne l'eau d'Irakire. C'était très bon. Ça a été bien dosé et à la hauteur de leur supérieur. Et avec cette eau, une parenthèse de parenté à plaisanterie. Ici, nous sommes à Kaya. Et si Manga veut, on peut ajouter Manga pour que ça soit Mankaya. Sinon, ce n'est pas une géolocalisation. On ne s'est pas déporté ici, nous sommes chez nous. Le rétablissement des relations a des impacts sur plusieurs aspects de la vie des deux chefs-lieux de région et de leur population. Auparavant, des fonctionnaires qui servaient à Manga
beaucoup n'osaient pas dire qu'ils viennent exactement de Kaya. Ils disent qu'ils viennent de la zone, mais ils ne veulent pas qu'on sache que c'est vraiment de Kaya. C'est vice-versa pour ceux qui ont quitté Manga pour Kaya. Avant, si quelqu'un de Manga voulait même faire la cour à une fille de Kaya, on se pose la question. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on pourra aboutir? Voilà, mais après cette cérémonie de réconciliation, en tout cas, tout est fluide actuellement. On a prévu se retrouver à Ouaga, Sadma Tenga, Manga, Saponé, pour exposer les produits des différentes régions. Tout se passe bien et quand nous allons faire notre journée économique, vous allez voir que ça va encore renforcer beaucoup de choses. Les deux chefs étaient déjà animés d'un esprit de paix. Et quand je les ai contactés, c'est comme si ils attendaient cela. Et je les ai mis en relation parce que les deux chefs ne se connaissaient pas. Et c'est à partir de cette relation-là que, en tout cas, nous avons pu essayer de faire en sorte que cette réconciliation puisse être une réalité. Kaya Manga ou Manga Kaya, l'exemple réussi de réconciliation que ces deux régions ont vécu constitue une source à laquelle pourront s'abreuver tous ceux qui ont soif de réconciliation. Alors, Monsieur Gengani, on a suivi ce reportage-là et on voit, vous avez votre parent à Plaisanterie. Dans la pratique, comment vous vivez votre parenté à Plaisanterie quand vous rencontrez des Gourounsi au quotidien? Je crois que ça se limite à l'agression verbale, c'est tout. C'est pour dire que nous avons même perdu cette valeur-là. La parenté à Plaisanterie, ça remonte à Sundiata Keita. On a fait toutes sortes de recherches là-dessus. Et chacun a un statut. La charte de Kurukanfuga est plus détaillée que la grande charte des Européens. Ça n'a rien à voir. Mais d'habitude, nos intellectuels sont les premiers à critiquer ce qui fait notre force. On en a trouvé pour dénigrer ça. Mais c'est fondé sur la parenté. Et dans la parenté, chacun a un statut. Ça peut être des groupes, comme les Bissar et les Gourounsi. Ça peut être des neveux. Ça peut être le forgeron. Ça peut être même le marabout. Ça peut être le sacrificateur. Il faut replacer tout ça dans la perspective de la Renaissance africaine. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. L'Afrique n'a jamais pu faire une renaissance. La renaissance que nous connaissons, c'est la renaissance des Européens. L'agenda 2063 arrive bientôt. On va voir ce qu'on va voir. Monsieur Bassouli, quand on parle de parents à Plaisanterie, en principe, comment on peut transmettre, par exemple pour Kaya et Manga, c'est neuf, mais pour des villes comme Fada et Wayubia, c'est une parenté à Plaisanterie plus ancienne. Quels sont les devoirs et les droits qui sous-tendent, par exemple, une telle parenté? Je serais un peu étriqué dans ce que je peux donner comme explication, parce que moi je ne suis pas un chercheur. Je pense que ceux qui sont là et qui sont choses, moi j'observe simplement que cela justement existe partout, sous des formes différentes. La parenté à Plaisanterie, elle existe sous des formes différentes. On peut l'appeler ici dans le cas de Gourounsi et de Bissar. Ma soeur a parlé du Wemba. Certainement le professeur Doti va nous dire autre chose aussi, mais il y a un fond commun qui fait que dans nos sociétés traditionnelles, il y avait toujours un mécanisme quelque part qui nous permet de résoudre nos crises les plus profondes et les plus difficiles. C'est ça qui était l'important et c'est ça justement qu'il faut voir à travers l'exemple que nous venons de vivre entre Manga et Kaya. Professeur Sanou, quand on parle de parents à Plaisanterie,
c'est quoi qu'il y a comme droit et devoir pour chacun des parents? Bon, moi, je vais quand même être précis. Il y a l'alliance à plaisanterie entre deux groupes ethniques et il y a la parenté à plaisanterie. Au niveau de l'alliance à plaisanterie entre les différentes ethnies, souvent, c'est un drame qui est dramatisé maintenant, devenu un théâtre. Quand je prends l'alliance à plaisanterie entre les Peuls et les Bobos. Mais ce sont les Peuls qui ont pratiqué la traite négrière. Quand on dit mon esclave, c'était une réalité dans le temps. Mais à la fin de la traite négrière, ça aurait pu être la vengeance. À côté de chaque village bobo, vous avez des hameaux Peuls. Mais ils ont trouvé une solution à cela, l'alliance à plaisanterie. Et aujourd'hui, quand un Peul intervient dans une crise au niveau des bobos, forcément la crise prend fin. Tout comme quand le bobo intervient dans une crise entre des Peuls, ça prend fin. Souvent, c'est la douleur qui amène à créer ces mécanismes-là. Mais aujourd'hui, on a vu des situations de conflit entre Peuls et Bobo qui se sont résolues par la suite. Comment on explique aujourd'hui qu'on arrive à des moments où des alliances scellées depuis des siècles soient mises à rude épreuve maintenant? Mais vous voyez, par exemple, entre les Peuls et les Bobos ou les Boaba, etc. Prenez le problème du foncier. Aujourd'hui, l'administration met en place une stratégie. Mais or, dans le passé, ça n'existait pas. Le Peul vivait à côté du... Et puis, ces bœufs n'entraient pas dans les champs des Bobos, etc. Parce que on savait la valeur de cette alliance. Mais aujourd'hui, le fait, vous m'excuserez, le fait qu'on place l'argent comme le Dieu du monde, c'est la référence. Forcément, vous avez des crises qui éclatent entre des gens. Et, sinon, au-delà de l'alliance à plaisanterie, vous avez la parenté à plaisanterie entre les parents, le grand-père qui présente avec son petit-fils ou sa petite-fille, la grand-mère qui présente avec ses petits-fils et ses petites-filles. En fait, elles éduquent l'enfant à être un bon mari ou à être une bonne épouse par la suite. La plaisanterie entre les beaux-frères et les belles-sœurs. Si j'ai une femme venant de tel village, toutes les filles de ces villages-là se considèrent comme mes femmes, mes chéries. Garde à leurs sœurs si elles m'offensent. Souvent, ce sont les sœurs qui vont corriger leurs grandes sœurs, bien leurs petites sœurs. Tout comme quand le mari offense sa femme, souvent c'est les petits frères qui les fouettent. Hein. Et donc, pour résumer, quand on parle d'alliance, il y a si on doit codifier, on peut dire quels sont les droits et les devoirs de ceux qui s'engagent dans l'alliance à plaisanterie. Un droit ou un devoir. Oui, mais dans l'alliance à plaisanterie, le droit de ceux qui ont été victimes, c'est de préserver la paix, qu'ils ne cherchent plus jamais à se venger. Le devoir de celui qui avait commis la faute, c'est que aucun membre de sa communauté n'offense encore, ne refasse ce qu'ils ont commis comme. Mais bien souvent, cette alliance aussi est scellée par le sacré. C'est cela. Aujourd'hui, j'aime toujours le dire, hein, vous allez dans la communauté bobo, des Boaba, tout ce qui s'ensuit, des Peuls sont totalement aujourd'hui bobo, Boaba, etc. Parce que c'est une question d'intégration. C'est ce désir de vivre ensemble qui sous-tend l'alliance, qui sous-tend la réconciliation, ce désir de vivre ensemble. Ceux qui ne veulent pas vivre ensemble ne peuvent pas se réconcilier. Absolument pas. Vous voyez, même au niveau de la réconciliation, les forêts sacrées là. Et pourquoi on a sacralisé certaines forêts? C'est à la frontière entre deux villages qui ne s'attendaient pas. Donc, la forêt sacrée, la partie qui était considérée comme partie litigieuse,
devient une sacralité que tout le monde respecte, etc. Nos sociétés ont su mettre en place des mécanismes sur la longue durée que nous ignorons aujourd'hui. Mais ces mécanismes sont fondés sur la spiritualité. Monsieur Dengane, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Est-ce que c'est parce que le flambeau n'a pas suffisamment été transmis aux jeunes générations? Est-ce que parce qu'ils ignorent sur quoi ils doivent, quelles sont les attitudes à avoir, que souvent ce qui était culturel, ce qui était sacré ou traditionnel, on bafoue ces règles-là, on ne les respecte plus? On a dit tout à l'heure qu'on est dans une société de droit. Mais en fait, de quel droit s'agit-il? Le code, il y a eu 3 grands droits que je connais. Il y a le code d'Hammurabi, en Mésopotamie. Et ça, c'est d'un corpus de cas. Il y a le code de Napoléon, que Napoléon préfère à toutes ses conquêtes. Parce que c'est de la civilisation. Et il y a le code que j'appelle le code de Kurukanfuka, que nos intellectuels bafouent. Donc, il nous faut revaloriser ces choses-là dans le cadre, comme je dis, de la Renaissance africaine. Sinon, on va continuer. On n'a même plus foi en soi-même. On ne croit même plus en ses valeurs. On ne peut pas construire une société comme ça. On ne peut pas. Monsieur le Président du Ashkroun, nous sommes aussi en 2020, une année électorale. Les campagnes commencent pratiquement, certains ont commencé, même si ce n'est pas officiel. Et il y a des moments où dans une même famille, 2 personnes sont dans 2 partis différents et cela crée des divisions et souvent des querelles qui vont jusqu'à ce qu'on ne s'adresse plus la parole. Qu'est-ce que vous dites comme message aujourd'hui à toutes ces personnes-là qui sont engagées dans les joutes électorales actuellement? Je pense que le Ashkroun a anticipé, parce qu'il y a un peu plus d'un mois, nous sommes allés au contact de tous les acteurs de notre vie sociale qui agissent ou qui peuvent apporter une contribution à la réconciliation nationale. Et nous avons dit que la mission qui nous est confiée d'amener les Burkinabés, comme le professeur disait encore, à se réconcilier d'abord avec eux-mêmes et ensuite à faire en sorte que notre société se réconcilie, que cela passe forcément par une période de paix que nous allons accepter ensemble d'installer. Et nous avons appelé l'attention des uns et des autres, que ce soit les politiques, que ce soit les religieux, que ce soit les coutumiers. Depuis un mois, le Ashkroun s'échine à aller expliquer que la période électorale ne doit pas être une période de joute, une période où nous allons encore nous poignarder, nous hacher, etc. Parce que malheureusement, ce que nous vivons aujourd'hui, et ce n'est pas seulement qu'au Burkina, partout où il y a élection, il y a violence. Et nous avons appelé chacun et tous à faire en sorte que le Burkina donne l'exemple cette fois-ci là, que nous pouvons faire autrement, tenir des élections dans la paix. Parce que cela, nous le mettons, nous disons, il y a des institutions sœurs qui sont chargées d'organiser les élections, mais nous le faisons simplement parce que nous sommes interpellés et nous avons beaucoup d'inquiétudes. De par notre mission, s'il n'y a pas la paix sociale, on ne peut pas aller parler de réconciliation à des gens qui sont là, qui ont d'autres défis, plusieurs défis, par exemple les tueries qui ont lieu dans certaines zones de notre pays. Chaque jour où on compte nos morts, le Covid est venu s'ajouter. Nous avons ensuite des affrontements intercommunautaires. Si nous ajoutons encore à ce lot vraiment de défis que notre peuple se bat pour relever, nous ajoutons encore la guerre des élections, cela compromet à jamais notre mission. Et c'est pour ça que nous avons attiré l'attention des uns et des autres. Les chefs, nous leur avons dit, vous avez des gens sous vous qui vous écoutent.
De votre message dépendra ce qu'ils vont faire sur le terrain électoral. Les politiciens, vous avez des militants et vous avez la foule auquel vous vous adressez. De votre message, l'interprétation de votre message dépendra de leur comportement sur le terrain. Madame Congo, vous êtes engagée politiquement en dehors de votre engagement civil. En tant que femme engagée dans la politique, comment vous entendez jouer votre partition pour être un élément de paix pendant cette campagne-là? L'éducation fondamentale qu'on reçoit d'abord et l'éducation politique qui vient se poser dessus comme une cerise sur un gâteau détermine notre engagement politique. Et moi, ma politique est toujours basée sur la politique de développement. J'ai 30 ans pile de vie politique cette année. Et il y a peut-être, c'est en 2014. Oui. Qu'est-ce que vous entendez? Ce que je fais ce sont les messages là que je donne. Parce que moi, ma politique est axée sur la jeunesse. L'éducation de la jeunesse est vraiment le premier fondement de ma politique. Et donc, vous serez un acteur de paix pendant cette campagne? Bien sûr. Et quand il y a des jeunes même qui, sur les réseaux sociaux, envoient des messages désobligeants, je rentre en inbox et puis je leur dis, corrige tout de suite. Et Dieu merci, comme les jeunes m'obéissent, ils vous écoutent? Ils m'écoutent et ils m'obéissent. Quand je dis de ne pas faire, ils ne font pas. Ça, c'est un grand atout pour moi parce que les jeunes m'écoutent beaucoup. Et la plupart de ceux qui m'approchent, qui sont des militants de mon parti, vous allez voir qu'ils ne vont jamais sur le terrain de manquer du respect à un adulte. Et c'est ça qui est important. Parce que la politique, ce n'est pas la bagarre. La politique, c'est travailler à donner de nouvelles idées, à donner un nouveau visage à nos communautés, pas pour autre chose. Ceux qui prennent la politique autrement, là, c'est ceux qui nous donnent des difficultés. Et la plupart des responsables politiques ne sont pas humbles. Et c'est ce manque d'humilité, justement, qui fait que la jeunesse est en train de dérailler. Et là, nous travaillons en tant que femmes leaders à les mettre sur le bon chemin. En tout cas, ce qu'on nous a appris de bien, on partage avec eux pour éviter certaines dérives. Monsieur Douti, vous avez dit lors d'une interview en janvier 2019 que ce qui manque, ce qui fait qu'on est dans la violence, c'est le manque d'éducation de la jeunesse. Est-ce que vous pouvez mieux nous expliquer qu'est-ce qu'il faut changer pour que cette jeunesse-là soit un facteur de réconciliation et de paix au Burkina Faso dans cette période électorale? La première des choses, c'est que la jeunesse elle-même se décide à s'éduquer. Donc à aller de leur société vers un objectif, la nation. Forcément, il faut connaître la société que l'on veut transformer. Vous m'excuserez, c'est une parenthèse. Aujourd'hui, au niveau... On n'a plus beaucoup de... Oui, quand on parle de politique, police, ça veut dire la cité. La politique, c'est la gestion de la cité. Ce n'est pas seulement être actif sur le terrain. C'est donner des idées. Et aujourd'hui, la jeunesse a manqué à un moment donné de cette éducation. Vous voyez, c'est ma génération, je vais parler droit, les yeux dans le visage. Mais les intellectuels du Burkina Faso qui dirigent aujourd'hui là, ils ont été trop marqués par le communisme français. Le communisme, la revendication, il faut chaque jour trouver un ennemi devant soi. Si on ne le trouve pas sur la scène publique, c'est peut-être à la maison même la femme qui devient l'ennemi qu'il faut combattre. Et ce communisme primaire, aujourd'hui, nuit beaucoup au Burkina Faso. Et aujourd'hui, votre génération, qu'est-ce que vous voulez qu'elle transmette aux jeunes pour leur permettre d'être à leur tour des acteurs de réconciliation? D'abord, c'est de nous réinterroger nous-mêmes. Une question d'introspection. Au lieu de passer le temps à critiquer les générations passées,
qu'est-ce qu'ils ont pu faire de bien? J'aime toujours prendre des exemples. Hein. Les premiers leaders politiques dans l'actuel Burkina Faso, pendant la période coloniale, là, Ouézin Coulibaly a été le premier président, non, vice-président. Ah non, j'en viens. Combien de parcelles Ouézin Coulibaly a au Burkina? Une seule parcelle. Et son fils m'a dit, non, c'est la parcelle de la maman. Des mères n'ont qu'une seule parcelle. Et leurs enfants sont dans ces parcelles, ils sont morts. Combien de politiciens se sont appauvris pour que le Burkina Faso, la Volta à l'époque, réussisse? Mais aujourd'hui, nous, c'est l'argent qui est devenu le Dieu du monde. Donc, nous n'avons plus des hommes de foi, ni des communautés de foi. Personne n'a confiance en lui-même. Il faut travailler à redonner confiance à la jeunesse. Que nous soyons des modèles pour la jeunesse. Des modèles, ah tiens, vous allez en Europe aujourd'hui, des grands vont au service à vélo. Des ministres vont à vélo dans les pays du Nord. Mais nous, aujourd'hui, il faut que je montre que j'ai une voiture, que je suis... Non. On a fait quelqu'un dans un service. En moins d'une année ou bien 2 ans, il a une voiture, il a 2 ou 3 villas. Où est-ce que vous voulez aller avec ça? Donc, il faut travailler à transformer de façon qualitative la société. Tous ceux qui ont travaillé dans le monde au cours de l'histoire à transformer qualitativement la société, ils sont tous morts pauvres, matériellement. Mais l'histoire a retenu leur nom. Ils sont devenus des saints. En Europe, quand vous portez un prénom, essayez de lire ce que cette personne a eu à faire pour que l'histoire retienne son nom. C'est cela, il faut travailler à ce que nous rentrons dans l'histoire et non qu'après notre mort, l'histoire met une croix sur notre nom et écrit en bas de notre tombe là, inconnu. Monsieur Gengani, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les fondamentaux sur lesquels on doit revenir si on veut aider les jeunes à être des acteurs de la réconciliation? Moi, je répète, j'ai 79 ans. Je n'ai jamais eu un parti politique. Et ce n'est pas maintenant que je vais en avoir. J'ai toujours dit aux politiques, ils ne sont pas faits pour le vivre ensemble. Ils ne sont pas faits pour le vivre ensemble. Parce que des politiques fondées sur des partis, par nature même, ne peuvent pas assurer la vie ensemble. Et pourtant, il faut un certain engagement. Oui, mais ça veut dire que nous n'avons pas de politique qui opte pour le vivre ensemble. Vous prenez le cas de Nelson Mandela. Qui était dans On l'a héroïsé. Mais c'est pour se donner bonne conscience. Et regarde ces patachons de successeurs. Je ne connais pas Sankara en détail, mais il y a beaucoup de gens qui se réclament de lui. Quel est le chef d'État révolutionnaire qui a voulu l'imiter? Il n'y en a pas. C'est toujours comme ça. On ne veut pas dépasser ceux qui nous ont précédés. Et c'est ça. Si la jeunesse est en train de côtoyer des médiocres, elle ne peut être que médiocre. Or, il y a des exemples. Il y a des jeunes qui m'aident. Et ça m'encourage. Mais la jeunesse ne peut pas toujours dire nous n'avons pas d'exemple. C'est faux. Parce que le patrimoine mondial est là. Il y a toujours des héros qu'on peut imiter. Encore faut-il vouloir être un héros aussi. Monsieur Massolé, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous avez retenu à partager, que les jeunes pourraient retenir de cette émission? Cette émission est une parmi tant d'autres que le H-Kroun souhaite sur les chemins de la réconciliation. Et parce que nous avons perçu l'importance de l'inclusivité dans un tel processus, que nous allons avoir encore à obtenir la contribution d'éminentes personnalités, quel que soit là où elles sont, à partir de leur expérience. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je pense que tout ce que nous avons écouté, voilà, c'est une
contribution qui est venue, nous en attendons beaucoup plus, parce que quand on dit les chemins de la réconciliation, c'est un chemin, donc c'est un processus, c'est un parcours. C'est le parcours vraiment du combattant de la réconciliation. Et dans ce parcours-là, chaque démembrement de notre société aura sa part de contribution à mener. Et je pense que c'est comme ça, en ajoutant les contributions les unes aux autres, que nous aurons réellement une idée beaucoup plus forte et beaucoup plus forte et beaucoup plus claire de ce que nous voulons faire et de ce que nous devons faire de notre société si nous voulons la ramener vraiment à ce que tout le monde ressent et appelle de ses voeux. C'est ça qui nous importe, nous. C'est tout pour aujourd'hui. S'il faut retenir quelque chose, c'est que la réconciliation, comme la vie, c'est un chemin. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur la RTB. À bientôt.